tout d'abord, nous avons le fondateur de l'agence digitale Full Six. Il a ensuite créé le groupe Red Pill et dirige maintenant également Hermès, une société de conseil en médias, marketing, data. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir ici en présentiel Marco Tinelli. Bonjour Marco. Et puis en distanciel, c'est Café au lit, hein. Nous avons avec nous également un expert, plus de 20 ans dans la data. Il est directeur des études, il est directeur de l'innovation business chez Business et Décisions filiale d'Orange. Et puis, il a sorti un bouquin que je présente ici, Sortez vos données du frigo, l'an dernier chez Duno. Nous avons avec nous Mick Lévy. Donc, Marco et Mick, deux prénoms qui de l'impact. Et quant à moi, je suis Raphaël Krivine, je travaille dans un grand groupe financier où je m'occupe d'expérience client. Alors, ce que je vous propose comme déroulé, ça va passer très très vite, c'est que chaque intervenant va tout d'abord présenter, pitcher sur son bouquin, et puis ensuite nous échangerons. J'ai quelques questions, et puis il y aura des questions du public. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Marco Tinelli a lui aussi écrit un bouquin publié chez Erol, également 2021, marketing plateformisé. Et Marco, je te propose de nous en dire quelques mots. Bonjour à tous. Marketing plateformisé, c'est mon deuxième livre, hein, parce que j'avais sorti Marketing synchronisé en 2012, qui était plus sur la révolution digitale et data. Et en fait, Marketing plateformisé traite d'un thème qui est assez simple. Donc ça traite de marketing, hein, de data et de marketing, un thème assez simple et qui dit la révolution digitale est passée, les consommateurs ont beaucoup évolué, les marques ont beaucoup évolué. On pense qu'en 2023, à peu près 2/3 des investissements seront sur des médias précis, digitaux. La révolution digitale est passée par la révolution data de l'industrialisation, mais elle est encore inachevée parce que il faut la finir. Pourquoi? Parce qu'elle a été d'une part confisquée par les GAFA en grande partie, qui sont les grands fournisseurs de données aujourd'hui, les grands utilisateurs de données, parce que les marques n'ont pas réussi, ou les médias traditionnels, à faire des démarches similaires. Et de l'autre côté, elle est inachevée parce que la bulle digitale, on va dire le silo digital, a beaucoup cru et est devenu de plus en plus grand. Hein, donc, je parlais bien de 2/3 des investissements, mais néanmoins, les méthodes issues de la data et du digital ne sont pas encore appliquées aux médias traditionnels comme la télévision, l'affichage, etc., ou en tout cas sont en train d'être appliquées, mais pas encore complètement. Et donc, en fait, Marketing plateformisé traite du thème de comment est-ce qu'on fait pour utiliser les bienfaits de la data, l'intelligence de la data, la précision de la data pour la porter à un niveau massif, grâce en partie à de l'intelligence artificielle, mais pas uniquement, et de le porter à l'ensemble des médias possibles et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la performance des marques. Globalement, on sait que lorsqu'on utilise de la donnée précise pour orchestrer des campagnes marketing, on a des niveaux de performance qui sont soit doubles, soit triples par rapport à des investissements qui sont utilisés sans ce type de démarche. Donc voilà, donc le livre traite de ça et j'espère qu'il est facile à lire. Et donc avec, en fait, finalement, on pourrait dire, c'est par rapport aux GAFA qui sont en approche verticale, c'est plutôt comment désiloter les data, faire de l'hybridation de data de différentes sources en s'appuyant sur l'email haché. Ça serait exactement. Enfin, le point central est de dire ce qu'on appelle les wall gardens, hein, les jardins fermés que sont Google et Facebook, ont fait de la croissance exponentielle qui n'est pas finie d'ailleurs, en utilisant de la donnée qui n'est que de la donnée digitale et qui est que de la donnée qui est entre guillemets fournie par les utilisateurs, il n'y a pas de données transactionnelles, etc. Aujourd'hui, Mick en parlera probablement, il y a beaucoup de données qui existent chez les distributeurs, enfin dans beaucoup d'endroits. Lorsqu'on agrège ces données qui sont des données de la vie réelle, on arrive à avoir des profils plus intelligents, plus riches que ceux qui sont uniquement issus des comportements. Et à partir de là, si on arrive à créer ce flux global de données qui existe, hein, c'est la grande explosion en ce moment du retail média,
de la data retail, on arrive à agréger des données qui sont plus certaines, des données d'achat en magasin, des données d'achat sur site web, des données de comportement, tout ça dans le respect de la loi à travers l'utilisation de l'email haché et le respect de la vie privée, puisque les marques ont très envie de respecter la vie privée des gens, en fait, de façon générale. Et donc, à partir de là, on crée un actif data qu'on peut utiliser sur l'ensemble des médias et désiloter le digital. Ok, merci Marco. Mick, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as des remarques à faire? Ça m'inspire plein de belles choses. Marco a déjà cité des enjeux majeurs. À mon avis, il y a un enjeu majeur duquel doivent se saisir les marques, c'est leur hyper-dépendance aux GAFAM. Et quand on est dans le marketing, et notamment, on prend le résumé des GAFAM, mais c'est principalement effectivement Google et Facebook qui ont une emprise sur le marché qui est hyper dominante sur tout le marché de la publicité, sur tout le marché globalement du marketing online. Et moi, j'invite vraiment les entreprises et les organisations de manière générale à faire une prise de conscience très forte sur ce sujet, à s'en saisir et à parvenir à se réapproprier leurs propres données, y compris leurs données marketing. Jusque-là, c'était simple. En fait, les entreprises s'appuyaient énormément sur les données qui étaient accumulées par les Google et Facebook pour ensuite conduire des campagnes en ligne basées sur de la personnalisation et finalement basées sur toute la connaissance mal acquise, par ailleurs, de ces Google et Facebook. Et puis, peu à peu, il faut que les marques se réapproprient leurs données, passent d'une donnée qu'on appelle third party, c'est-à-dire c'est les données des autres, de Google, de Facebook, qu'on active via un certain nombre de services qu'ont monétisé ces plateformes, et que les marques parviennent à se réapproprier et à recréer elles-mêmes des sources pour collecter des données. Et ce besoin devient en plus d'autant plus pressant si on reste dans la sphère marketing que le RGPD vient baisser finalement la disponibilité des données, notamment des GAFAM, enfin des données globalement digitales, puisque le consentement fait qu'il y a de plus en plus de monde qui refuse, puisque la nouvelle réglementation sur les cookies aide aussi à ça. Donc, il faut vraiment maintenant que les marques fassent cette prise de conscience, qu'elles se réapproprient leurs propres données, qu'elles créent elles-mêmes des dispositifs digitaux, pour capter de la donnée first party qui leur appartient et qui aura été bien acquise, c'est-à-dire dans le respect du RGPD, dans le respect des consentements et avec toutes les règles liées à la protection des données qui sont exigées par la CNIL, par le RGPD en particulier, qui vont être beaucoup mieux appliquées. Ça, c'est vraiment un enjeu clé pour toutes les marques, pour toutes les organisations, que de baisser cette dépendance aux GAFAM. Ok, merci Mick. Oui, peut-être Marco, un commentaire. Deux points, Mick, là-dessus. On peut râler sur le fait que Google et Facebook soient archi puissants, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ont mal acquis leur succès. La raison pour laquelle ils pèsent à eux deux à peu près la moitié du marché publicitaire global, hein, pas que digital, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que les annonceurs mettent de l'argent sur Google et Facebook, ça marche bien. Et donc autant on peut évidemment râler sur le fait ils sont devenus presque trop puissants, j'en parle assez longuement dans mon livre, mais de là à dire que leurs data sont mal acquises ou que leur succès serait non mérité, je pense que c'est un pas qu'il ne faudrait pas faire. Deuxième sujet. Marco, pour préciser, pardon, juste, c'est pas mal acquis d'un point de vue de la qualité du service. Leur service est juste dingue et le succès est hyper mérité de par la qualité de service, l'UX, tout ce qu'ils ont déployé, c'est juste génial. Quand je dis c'est mal acquis, c'est d'un point de vue RGPD et notamment du point de vue du consentement libre et éclairé. Et on voit d'ailleurs que les Google, les Facebook et les autres aussi se sont fait retoquer plusieurs fois par la CNIL, écopent d'amendes de mois en mois, ils écopent encore de nouvelles amendes sur ces sujets-là. Donc quand je dis mal acquis, c'est de ce point de vue-là uniquement. C'est pas très honnête d'un point de vue de la protection des données. Et mon deuxième point, mais c'est la thèse que je développe dans mon livre, je pense pas en grande partie que pour la plupart des marques, les datas qu'ils ont en interne leur suffisent à être à la fois performants et massifs en marketing. La plupart des marques ont besoin de données third party, enfin de données externes pour pouvoir cibler, parce qu'en fait leur métier c'est probablement de faire des yaourts ou de faire des skateboards ou de faire des chaussures ou de vendre des assurances. Et c'est pas forcément, alors l'assurance est très riche en données, mais c'est pas forcément des gens qui sont riches en données et leur dire
ah bah vous avez qu'à aller chercher vos propres données, vous allez faire des campagnes de masse. Ça, en tout cas, c'est pas extrêmement simple à faire pour les marques, sinon déjà elles l'auraient déjà fait. Et deux, on se rend compte une fois qu'on suit le process de j'extrais mes données, je les traite, etc., qu'on reste avec des volumes qui sont tellement faibles qu'ils n'ont pas d'impact. Et donc, ce que Google et Facebook ont apporté historiquement, c'est la volumétrie des datas et donc de l'impact. Le marketing plateformisé dont je parle, c'est un marketing qui prend cette volumétrie de data en allant la chercher chez les distributeurs, chez les partenaires, bref, chez des gens dont c'est le métier de créer de la grosse volumétrie dans le respect du RGPD, et pour pouvoir l'appliquer à encore plus de médias de masse. Mais je pense qu'il faut se méfier, en tout cas en termes de marketing, je vais prendre de la data très précise, je vais tomber sur un segment de 650 personnes et je vais faire une campagne dessus. 650 personnes, faites une campagne dessus, vous aurez 60 clients. Pour des marques B2B, c'est super. Pour des marques B2C, ça peut être considéré comme négligeable. On n'est pas complètement opposés dans nos avis. La donnée first party, la nôtre, c'est bien. Ou la donnée third party, la donnée des autres, avec cette vision globalisée, comme tu le dis, et puis il n'y a que quelques acteurs qui savent très bien le faire, c'est bien, parce que ça donne une vision très très large. La donnée first party, la nôtre, c'est mieux, parce qu'elle est plus certaine. Alors, il faut faire les deux. On ne pourra effectivement pas passer de l'une et l'autre. Maintenant, moi, ce que je dénonce un peu, c'est l'ultra-dépendance à la donnée first party et toutes les marques qui n'ont fait que ça. Je prends un exemple. Dans la beauté, une marque très, très, très connue était over-dépendante à ça. Et là, est en train de se réapproprier avec des dispositifs digitaux. Donc, par exemple, une appli mobile où on fait une photo de notre visage, il y a une analyse automatique de la peau, et en fonction de ça, elle va nous conseiller certaines crèmes, certains produits, certains maquillages dédiés, personnalisés sur l'analyse de notre peau. Et puis, si on fait ces photos de manière régulière, on voit aussi comment les choses évoluent. Et là, c'est un super moyen, en offrant un service de cette marque, que de récolter des données first party qui sont certaines, qui peuvent être à grande échelle, qui pourront éventuellement être croisées avec des données qui proviennent d'ailleurs, mais en tout cas, de ne pas être over-dépendant et de ne pas dépendre que des données third party. Je crois qu'il y avait une question. Ouais, non, Mix, parce que est-ce que tu veux compléter un petit peu, parce qu'on est vite parti sur un échange à propos des GAFA, mais par rapport à ton ouvrage, est-ce que tu souhaites finalement pitcher ou tu peux prendre la parole, hein, je veille, hein, c'est la campagne présentielle, donc j'essaie de veiller à l'équilibre des prises de parole. Effectivement. Il est 8h17, le café Sapiens est un café bien serré, je crois. On est parti par la face nord avec Marco, c'est super. Alors, ma vision, moi je travaille dans la data depuis 20 ans et j'accompagne des entreprises de différents secteurs, de différentes géographies, de différentes tailles sur leur stratégie data, sur le déploiement de leurs projets data, avec une vision à 360 degrés. Donc, c'est souvent du marketing, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de projets dans d'autres domaines. Et au final, je milite, et c'est tout l'objet de mon livre, pour une exploitation à la fois intensive, mais responsable des données. Et d'ailleurs, c'est bien parce que notre première discussion l'illustre déjà. En fait, je pars d'un constat qui est pour moi un véritable paradoxe. On voit partout, tout le monde le sait, que les données vont dégager une valeur phénoménale. On parle maintenant beaucoup d'économie de la donnée. Et puis, on peut croire que c'est réservé aux GAFAM. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut déjà tordre cette idée-là. Toutes les entreprises vont avoir un avantage à traiter de façon intensive leurs données ou à acquérir de nouvelles données pour en créer de la valeur. Gartner, institut d'analyse bien connu à l'échelle mondiale, nous dit qu'on va dégager 2,9 trillions de dollars de valeur par l'exploitation de l'IA et de la data. C'est très, très largement supérieur au PIB mondial. Donc évidemment, ça va jouer sur plusieurs années, mais vous voyez que le gain va être massif. Accenture nous dit que les entreprises vont gagner en moyenne dans le monde 40% de productivité grâce à l'automatisation, grâce aux capacités prédictives qu'on va pouvoir développer avec l'IA. Et puis face à ça, et c'est là qu'est le paradoxe, donc il y a d'un côté une énorme valeur, je vous l'illustre au travers de 2 chiffres, je pourrais vous en citer 150. Et puis face à ça, on est face à un paradoxe. C'est IDC, un autre cabinet d'analyse qui nous le dit, seulement 32% des données sont exploitées par les entreprises.
Donc, c'est là que moi, c'est un paradoxe qui me défrise et je peux vous dire qu'il faut quand même y aller pour me défriser. Seulement 32% des données sont exploitées alors qu'il y a une valeur énorme. Alors, il faut se le dire tout de suite, on n'a aucun intérêt à exploiter 100% des données d'une entreprise. Il y en a une grande partie qui est de très mauvaise qualité. Il y a une grande partie qui ne va pas dégager de valeur. Néanmoins, quand on y regarde de près dans ce rapport, les 32% des données déjà exploitées ne sont exploitées que pour des usages à faible valeur. Les entreprises font majoritairement du pilotage, des tableaux de bord, du reporting, des dashboards, des KPI, des indicateurs, tous ces termes-là qu'on connaît depuis les années 90, en gros. C'est ça qu'on fait avec la data. Mais ce n'est pas ça qui amène le plus de valeur. Ce n'est pas ça qui va créer les 2,9 trillions de dollars de valeur. Il va falloir passer sur des modes beaucoup plus intensifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire sur de la data, sur de l'IA? C'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a énormément de cas d'usage, il y a énormément de choses différentes à inventer et ça va dépendre des entreprises. Pour vous donner un repère, et c'est le repère que je donne dans le livre, on va pouvoir trier tous les cas d'usage de la data et de l'IA en 4 grandes familles. Et vous retrouverez d'ailleurs dans mon livre un catalogue de 101 cas d'usage associés à ces 4 familles. C'est très fort 101 parce que BVD, vous avez sorti son bouquin à 99 francs, donc 99 c'est moins que 100, c'est pas cher, et 100 c'est plus que 100, donc c'est très riche en fait. C'est très riche, et c'est une manière de dire c'est inachevé, quoi. On peut dépasser la barre des 100, mais on peut dépasser la barre des 1000. Évidemment, il n'y a que l'imagination et la richesse des données qu'on va pouvoir collecter qui va éventuellement nous limiter. Alors, pour vous donner quelques exemples, d'abord, les 4 familles, c'est quoi? C'est améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, c'est augmenter l'intimité client pour mieux vendre, donc c'est le type d'usage dont on a parlé avec Marco juste avant sur le marketing. C'est mieux maîtriser son environnement, son écosystème, donc c'est la maîtrise des risques, c'est la lutte contre la fraude, et c'est aussi le sujet green qui devient prépondérant pour la data. Et puis, c'est innover, créer de nouveaux services, créer de nouveaux business models par la data. Quelques petits exemples très rapides. Pour une entreprise industrielle et de distribution, on a mis au point un algorithme de prédiction des ventes et cet algorithme vient ensuite rythmer toute l'entreprise. Donc, la prédiction des ventes est le point de départ à partir duquel les achats, les approvisionnements, le manufacturing, la supply chain sont rythmés grâce à cette prédiction des ventes. Et du coup, le gain, il est massif puisque ça permet, par cette base-là, d'améliorer ensuite tout le fonctionnement de l'entreprise. Pour un port, on est venu améliorer et baisser les durées d'attente des bateaux dans le port en optimisant les routes, en arrivant à mieux prédire aussi l'heure d'arrivée des bateaux, et puis ensuite en venant optimiser l'ensemble des moyens du port pour avoir la bonne grue pour le bon bateau, pour être sûr que ce ne soit pas un tout petit bateau qui soit en train de bloquer un grand quai duquel on attend un porte-container qui vient de Chine, etc., etc. Et avec ça, en plus, il y a eu des gains, un ROI direct à la clé, parce que les ports ont des sortes d'amendes à payer aux armateurs s'ils font attendre les bateaux trop longtemps, et ça arrive très, 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 très souvent. Au final, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une véritable transformation de l'entreprise autour de la data et de l'IA. Il faut que les entreprises aient cette prise de conscience de se dire la data, c'est un véritable actif. C'est un actif à part entière pour mon entreprise et il faut accepter que jusque-là, il a été sous-exploité. Et c'est à peu près vrai dans tous les secteurs et pour toutes les entreprises. Et du coup, si on en fait un actif, et je dis entreprise au sens large, dans le public, pour des organisations publiques, c'est la même chose. L'exemple du port que je vous donnais, je pourrais vous citer des cas d'usage pour la ville, pour des ministères, pour la lutte contre la fraude. Il y en a pour tout le monde. Donc, si on considère que c'est un actif, on va faire exactement comme pour tous les autres actifs de l'organisation. On va mettre en place une organisation et des hommes, on va mettre en place des process et on va mettre en place des technologies. Si on fait ça, et le jour où on fait ça dans les entreprises, alors on va engager une véritable transformation, un véritable changement autour de la data et de l'IA. Donc, c'est comme ça qu'on commence à voir la nomination de Chief Data Officer et d'organisations de data office qui sont en train de se monter dans les entreprises. Ça va dans le bon sens. Il faut vraiment rattacher le data officer, chief data officer au bon niveau, donc au niveau le plus haut de l'entreprise, comme tous les autres directeurs qui gèrent un actif finalement. Mettre en place des process, c'est ce qu'on va appeler la gouvernance des données. C'est un peu un gros mot, mais finalement, c'est mettre en place tous les moyens pour que l'actif soit au maximum
exploitable finalement et bien maîtrisé aussi, notamment d'un point de vue réglementaire. On peut encore reparler du RGPD en particulier. Et puis mettre en place des technologies, ça vient par la suite. C'est souvent abordé par ce biais-là. Évidemment, c'est un projet technologique, mais qui ne fonctionne jamais tout seul. Aborder ces projets-là que par langue technologique, c'est voué à l'échec, évidemment. Ok, merci Mick. Mais quand je vous entends, même, je vous entends tous les deux, est-ce que vous destinez pas un peu vos discours à des grandes organisations, à des grandes entreprises? Alors en plus, c'est bien parce que le réglementaire, c'est bien connu, ça favorise en fait les grands groupes. Parce que s'il faut recruter un Chief Data Officer, un Data Protection Officer, mettre en place de la gouvernance, faire du reporting, etc., finalement, on va vers la gestion administrative des data et pas forcément vers de l'intuition, de l'imagination. Et finalement, est-ce que vous auriez des conseils à donner en disant, il y a 3 types, enfin, il y en a plus, mais on pourrait dire, il y a les startups, ou en tout cas les petites boîtes, et là Marco dans ton livre tu dis finalement c'est très bien d'ailleurs, il y a les GAFA, il y a Facebook, il y a Google pour faire des choses. J'aimerais bien vous entendre sur les licornes, parce que finalement on en parle beaucoup, les licornes, en France on en est fiers, les Payfit, les Deezer, les Lydia, les Doctolib. Est-ce que finalement on pourrait dire qu'ils sont justement nativement très bons sur l'exploitation de la data, où eux aussi ont-ils des progrès à faire? Et puis il y a les grandes organisations, et là c'est un peu les conseils que vous donnez. Est-ce que vous pourriez réagir par rapport à cette taille de boîte, budget, versus toutes les contraintes qu'il peut y avoir? Mais je crois, et c'est toute la difficulté du sujet data, c'est que les boîtes nées récemment, elles pensent consensuellement data dès le départ, et ça fait partie de leur business model, de leur business d'activité, etc. Donc, c'est consubstantiel, donc ça marche. Voilà. Dans les Doctolib, dans les Deezer, etc., la data est au cœur du modèle, et l'expérience que ces boîtes fournissent sont ça. Ce qui est plus délicat et complexe, alors il y a la bureaucratie du RGPD, j'en parle un peu dans mon livre, qui est absolument horrible. C'est-à-dire que le RGPD n'est pas contraignant au niveau de ce qu'on peut faire, il est contraignant au niveau du nombre de personnes qu'il faut recruter pour le gérer. Mais pour des boîtes plus industrielles, Mick parlait de la beauté, il y a un grand leader de la beauté mondiale installé en France, il fait depuis 50 ans 12% de croissance, 20% de profit. Quand on lui dit il faut absolument que tu mettes de la data partout sinon tu vas mourir, ça les fait un peu sourire quand même. Enfin, ils disent oui, relax, ça fait quand même 50 ans que je me fais 12% de croissance, 20% de profit. Et l'effort de transformation est plus important qu'un effort d'innovation et de naissance comme ça. Et donc, les licornes, elles ont réussi à monter des modèles qui sont fondés pas uniquement sur la data, mais sur des expériences clients qui sont sublimes et drivées par la data. Et pour les industriels, moi je pense que c'est pas une question de grande boîte, de petite boîte, je pense que c'est une question un peu comme Mick le disait, de priorisation. C'est-à-dire comment je m'y prends, où sont les bénéfices immédiats ou les bénéfices long terme. C'est très difficile d'engager des efforts de transformation sur des bénéfices long terme flous. Sur des sujets pragmatiques, bien détourés, sur lesquels on dit si ça j'y arrive, je vais gagner tant sur mes amendes pour les bateaux, ou tant en marketing, ou tant en Rex. Là, les efforts se dégagent et ça devient concret. Moi, je pense que le fait de ramener de la concrétude dans la data et des objectifs qui sont préhensibles, non pas sur 18 ans, mais sur quelques mois ou sur quelques mois, ça permet de relancer les efforts et de rendre ça plus compréhensible par un directeur général qui, évidemment, a envie de remplir des missions générales, mais aussi de gagner de l'argent. Mick, une réaction? Oui. Je plus sois. C'est sûr que les startups qui viennent de la tech en particulier ont la chance de partir d'une feuille blanche. Et donc, elles, en plus, ont une orientation tech assez native et donc s'intéressent très, très vite à leurs données. Et il n'y a pas cet effort de transformation qu'on évoquait qui est à réaliser pour s'y intéresser en cours de route et s'y intéresse dès le début. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est tout le tissu des PME. Et pour vous montrer que ça les concerne aussi et que ça concerne toutes les tailles d'entreprise, puisque c'est le début de ta question, Raphaël, je vais prendre l'exemple d'une toute petite boîte qui fait des goodies pour les mairies. Donc, on est dans un tout petit business. C'est le genre de médaille qu'on te remet le jour de ton mariage ou lors d'un baptême, tu vois, c'est ce type de goodies-là. Comment ils ont pu exploiter la data? Ils ont exploité des datas qui sont disponibles donc, en open data, donc c'est sur des portails notamment gouvernementaux, sur lesquels il y a un certain nombre d'organisations qui ouvrent leurs données et qui mettent à disposition des jeux de données.
Et on a pu récupérer, du coup, pour eux, partout en France, dans toutes les communes de France, l'ensemble des naissances, l'ensemble des mariages, le nombre de naissances, de mariages qu'il y a par semaine, par mois, sur l'ensemble des villes. Et à partir de ça, leur mettre à disposition cette vision-là pour qu'ils arrivent à beaucoup mieux évaluer le nombre de goodies qui pourront être commandés par les différentes communes, par les différentes mairies, qu'ils arrivent aussi à se dire, tiens, cette mairie-là, ce n'est pas encore notre client, pourtant il y a un nombre de naissances faramineux, il faut que j'aille les voir, à mieux prospecter, etc., etc. Donc, vous voyez que même dans des toutes petites entreprises, il y a des cas d'usage spécifiques à trouver et qui leur amènent énormément de valeur. C'est un outil avec lequel ils travaillent au quotidien maintenant. L'autre point aussi, c'est que je pense que les PME, elles vont bénéficier de la data et de l'IA. Alors, dans certains cas, comme c'est l'exemple que je vous donnais, par des projets ad hoc, mais dans énormément de cas par le fait que des fonctionnalités basées sur de l'intelligence artificielle va venir dans les ERP, va venir dans les outils de gestion qu'elles utilisent au quotidien. Et donc, elles vont avoir cet accès à l'IA. On parle d'IA comme une nouvelle électricité. Sous-entendu, on branche la prise et puis on accède directement à des algorithmes, etc. Par ce biais-là, ça va venir directement dans leurs ERP, dans leur outil de gestion du quotidien, sans qu'elles aient forcément elles-mêmes à créer des nouvelles choses finalement. Alors, j'ai vu que dans des interventions récentes, tu parles du data mesh, qui est une façon de construire son data lake ou de son architecture de données sur un mode décentralisé. Et toi-même, Marco, effectivement, tu poses à désiloter les données, à faire des hybridations. Est-ce que vous pourriez m'en dire tous les deux mots? Peut-être. Oui, je pense que en tout cas, quand on revient au sujet du marketing, du ciblage, de la pertinence individuelle, je pense qu'il y a le sujet de une des grandes difficultés, c'est que les données sont hétérogènes. Il y a des choses qui se passent sur mon site, il y a des choses qui se passent sur les sites de mon concurrent, en e-commerce, etc. Pour faire de la croissance, la plupart des marques ont fait de différents canaux de distribution. Donc, ils distribuent sur les réseaux sociaux, avec du live commerce, ils distribuent sur Amazon parfois, etc. Et donc, il y a une certaine difficulté à récupérer des signaux qui viennent de multiples sources. À partir de là, aujourd'hui, je pense que c'est un problème qui est résolu, parce que les technos existent, les connecteurs existent. S'il y a un problème qui se pose en termes de connexion de data, il s'est déjà posé pour quelqu'un d'autre. En fait, ces connecteurs existants, on arrive relativement simplement, avec la langue commune, la lingua franca de l'email haché, à récupérer des données qui viennent d'un peu partout, sous réserve que ce soit légal évidemment, et à les combiner avec un certain bon sens et intelligence. On arrive à avoir des sauts de performance qui sont quand même extrêmement élevés, extrêmement rapidement. Peut-être tu peux dire simplement l'email haché. Peut-être qu'il y a des gens qui... Oui, pardon, l'email haché, c'est le nouvel... Mick a parlé de la fin des cookies. Les cookies, ça a été la colonne vertébrale de la croissance de la data dans le digital. Pourquoi? Parce que poser un cookie, c'était facile, c'était pas réglementé, et c'était relativement efficace. Il s'avère que plutôt du côté des navigateurs, Google, Apple, etc., ont décidé de supprimer les cookies, de ne plus les accepter. Et donc, on a une fin annoncée de ce traceur, cet identifiant personnel, qui est annoncé dans les mois qui viennent, et on voit déjà une décrue relativement forte. A priori, il n'y a que la moitié des gens qui circulent sur Internet qui aujourd'hui acceptent qu'on peut tracer avec des cookies. Et donc, en fait, le marché s'est orienté vers un identifiant universel de consommateurs différents qui est l'email personnel ou professionnel de quelqu'un, mais non pas lisible, c'est-à-dire qu'il est illisible parce qu'il est haché par un algorithme, donc haché comme de la viande hachée. Et donc on transforme un email en une chaîne de, je me souviens plus, 156 caractères, je crois, alphanumérique, et donc il est inexploitable à des fins d'emailing. On ne peut pas envoyer d'email. Mais en revanche, ce numéro est unique. Et comme les emails des gens sont pérennes, ça donne un identifiant qu'on peut utiliser. Donc quand vous vous inscrivez sur le site des Échos et vous laissez votre email, cet email devient, on le hache à 156 caractères, on ne peut plus savoir de qui il s'agit, mais comme tout le monde le hache avec le même algorithme, ça devient un identifiant qu'on peut utiliser de façon très transverse. On peut l'utiliser sur Facebook, sur Google, sur les Échos, on peut l'utiliser sur Amazon, on peut l'utiliser chez Casino, chez Carrefour,
chez Orange, chez AXA, etc. Et donc, c'est un nouvel identifiant transverse qui a le mérite d'être plus structuré et plus sérieux que le cookie, et donc d'effacer du marché toutes les personnes qui prenaient la data à la légère et le respect de la vie privée à la légère. Mick, quelques mots sur le data mesh, tu veux compléter? Toi, tu es aussi sur... est-ce qu'il y a d'autres façons de faire de l'hybridation des data? Est-ce qu'il n'y a que le mail haché ou est-ce que tu conseilles aussi d'autres techniques? Alors, on est un peu sur d'autres sphères finalement avec le data mesh. Bon, alors déjà, merci de la question, Raphaël. C'est un sujet qui me passionne en ce moment, le data mesh. C'est quoi l'idée du data mesh? C'est de partir de l'idée qu'effectivement, dans l'entreprise, les données sont extrêmement silotées. Dans mon livre, je parle même de tragédie des silos et je suis persuadé que le mot est encore faible puisque c'est quand même la difficulté numéro 1 qu'on a dans les entreprises pour exploiter de la donnée parce qu'elle est hyper répartie. Les données sont éclatées par service, par département de l'entreprise, parfois par produits qui sont commercialisés dans l'entreprise, parfois par canal de vente, où on a une base de données par canal de vente, une base de données par produit, une base de données par service. Résultat des courses, si on veut avoir une vision complète d'un client, par exemple, on a dû, sur un projet, assembler et rendre cohérentes les données provenant de 25 bases de données différentes. Vous voyez que ça devient hyper complexe. Et donc, cette tragédie des silos s'insinue partout et c'est un grand frein, en réalité, à cette centralisation des données qu'on essaie de faire depuis des années dans les entreprises. Et donc, c'est là qu'arrive un nouveau concept qui s'appelle le data mesh. Et ce nouveau concept dit, OK, il y a la tragédie des silos. Ça fait 30 ans, 40 ans que les entreprises essayent de lutter contre cette tragédie des silos en tentant de centraliser les données. Et si on faisait différemment et qu'on jouait avec cette tragédie des silos? Donc, on laisse chaque silo, mais on responsabilise chaque silo métier sur le fait de gérer un domaine de données pour le compte des autres aussi. Donc, par exemple, on va créer un domaine de données pour le marketing, un domaine de données pour la production. Et puis, la production, elle va avoir à charge de construire une base de données qu'elle va rendre disponible aux autres domaines pour permettre un échange et un croisement de données entre le marketing, la production, la supply chain. Et puis, je ne sais pas comment on choisira de découper dans l'entreprise. Donc, le data mesh, finalement, présente tout un nouvel écosystème pour la transformation de l'entreprise autour de la data. Ça soulève des aspects technologiques, mais aussi tous les aspects d'organisation, tous les aspects de process, tous les aspects de rationalisation aussi des plateformes qu'on va vouloir utiliser dans l'entreprise pour correctement exploiter les données. Donc, ce n'est pas sortez vos data du frigo, mais c'est des frigos, en fait. Il faut mettre... Oui, c'est de plus. On pourrait complètement le dire comme ça. C'est des frigos et effectivement, les frigos que je désigne dans mon livre, c'est les frigos informationnels. C'est-à-dire, c'est toutes les bases de données qui recèlent parfois des trésors. Je le redis pas toujours, hein, mais parfois des trésors. Et puis ces trésors sont juste laissés dans les frigos, ont été utilisés une fois à des fins de gestion pour sortir une facture, pour adresser un client, pour sortir un ordre de fabrication, etc., etc. Et puis ensuite sont plus exploitées, elles sont mises au frigo, elles sont placardisées et on n'exploite plus ces données-là. C'est pour ça qu'il faut les sortir du frigo, les réchauffer, les exploiter avec de l'IA pour créer de la valeur. Finalement, on est plus dans la rigueur imposée aux développeurs. Il me semble que c'était Jeff Bezos qui imposait chez Amazon que tout nouveau développement devait se faire avec des API. On ne pouvait pas créer une nouvelle base de données. Tu es en plein dans ce thème-là avec le data mesh. C'est exactement ça. C'est que chaque domaine de données soit responsable de mettre à disposition des services basés sur ces données, généralement, effectivement, par API. Il y a d'autres modèles avec des data marketplaces, ce qui se fait aussi de plus en plus. Mais tu es exactement dans cette idée-là. Ouais. Alors, on commence à avoir des questions des participants. Y a-t-il un lien entre la gestion des data et d'une façon analytique et la nécessité de faire du reporting RSE, la fameuse troisième comptabilité? Est-ce que quelqu'un d'entre vous est inspiré par ça, puisque tu mises sur l'éthique? Ouais, alors oui, effectivement, très volontiers. Peut-être une petite intro à ce sujet-là. Sur la partie data, donc je vous disais, je prêche pour une exploitation intensive mais responsable. Sur le côté responsable des données, il y a 4 grands thèmes, à mon avis, qui sont bouillants à aborder autour de l'exploitation des données. Il y a la protection des données personnelles,
On l'a déjà abordé largement avec Marco sur de la partie marketing, mais on peut l'aborder aussi pour d'autres domaines, notamment médicaux. Il y a tout ce qui est autour de l'éthique. Dès lors qu'on va faire de l'IA, il y a des questions d'éthique qui vont venir se poser très fort. Il y a tous les sujets de souveraineté qui sont aussi bouillants et dont je sais que l'Institut Sapiens discute très souvent, mais les données sont au cœur de ce sujet de la souveraineté. Et puis, il y a effectivement le sujet du green et de l'empreinte que peut laisser l'IA. Et là, il y a une dualité. À la fois, l'IA va permettre d'optimiser l'empreinte carbone et globalement environnementale des activités des entreprises. Par exemple, chez Orange, on a eu un projet où on est venu réduire la consommation énergétique des antennes du réseau mobile de l'ordre de 15%. Et ça, c'est grâce à de l'IA, ça, c'est grâce à des algorithmes qui viennent constamment analyser la consommation en vue de l'optimiser. Et puis, d'un autre côté, on a un autre enjeu qui est celui que l'IA elle-même a besoin de beaucoup de ressources, notamment de beaucoup de ressources électriques, tout le stockage aussi des data centers, etc., a besoin de ressources. Donc, ça pose aussi un problème. Donc, on est face à un double challenge. Et pour les entreprises, on arrive du coup au sujet du RSE, où effectivement, c'est de plus en plus les fonctions finances, la DAF, qui se récupèrent toute la question du reporting RSE. En tout cas, moi, je le constate dans beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est le cas. Et du coup, les DAF commencent un peu à s'arracher les cheveux en se disant « Oula, jusque-là, je travaillais que sur des données financières, bien structurées, où je savais faire des indicateurs, où je savais bien mesurer les choses. Et là, d'un coup, il faut que je travaille sur des données très différentes, non structurées, qui sont organisées de façon très, très différente, qui sont de nature très différente. Et donc, comment je vais pouvoir travailler avec ces données-là pour mieux maîtriser aussi mon empreinte environnementale. Donc là, il faut s'intéresser à tous les sujets qu'on appelle autour du budget carbone en particulier, qui donnent déjà quelques repères, quelques règles pour permettre de s'occuper sérieusement de ces questions-là. Mais je pense que pour répondre à la question, oui, il y a pas mal de démarches data-driven qui permettent d'estimer les contributions RSE. Moi, je sais que dans la partie média, par exemple, la plupart des grands médias et la plupart des grandes agences dignes de ce nom ont maintenant des softs qui permettent de calculer l'impact carbone d'une campagne de communication et d'en baisser l'impact. Donc oui, la data est à l'œuvre sur le sujet, et en plus, après, j'imagine que ça dépend des entreprises et de leur activité. J'avais une question pour vous deux, parce que vous êtes expérimentés. Vous rencontrez le patron d'une boîte ou le directeur d'un département, et finalement, quelles sont les questions? Qu'est-ce qui fait qu'assez vite vous détectez son envie d'y aller, sa maturité? Vous voyez, quels sont vos... Je suis sûr que vous avez des choses qui vous permettent très très vite de capter le désir que vous pouvez avoir en face et la maturité. Est-ce que vous avez des trucs à partager avec nos participants? Ouais, moi j'en ai un, j'interviens, j'anime beaucoup de conférences, en particulier dans des comités de direction, dans des COMEX, dans des choses comme ça. Et déjà, le simple fait de pouvoir animer une conférence dans un CODIR ou un COMEX en dit long. C'est-à-dire si un CODIR ou un COMEX de 10-15 personnes acceptent de se réunir et de passer une demi-heure, 1 heure ou 2 heures sur le sujet de la data en dit long. Si on me donne une demi-heure, en général, c'est un petit sujet sur lequel on ne va pas passer trop de temps. Alors, on va faire un petit effort pour l'écouter. On ne sait jamais d'ici qu'il y a une bonne idée, mais ça ne va pas aller plus loin. Si on commence à donner 2 heures dans un comité de direction là-dessus, c'est qu'on veut commencer à y travailler sérieusement, c'est qu'on veut véritablement que l'ensemble des directeurs soient impliqués dans cette démarche-là. Et là, je trouve que c'est un indicateur clé. Quand tu interviens aussi comme ça dans un CODIR, tu vois très très bien les directions qui sont attentives, qui prennent des notes, intéressées, qui posent des questions, impliquées, et puis celles où c'est beaucoup plus passif. Je trouve que c'est véritablement un enjeu, un indicateur. Il y en a un autre peut-être dernier, c'est de voir qui pousse la démarche. Bien souvent, c'est l'IT qui sont aux avant-postes de ces sujets-là parce que c'est eux qui gèrent les frigos. Donc, ils se disent, bon, c'est quand même dommage, on les ouvre jamais, nos frigos, peut-être falloir faire quelque chose. Mais c'est pas là que ça va donner la meilleure impulsion. La meilleure impulsion, elle doit venir des directions métiers, elle doit venir éventuellement du haut, directement des CODIR, des COMEX, des grands patrons. C'est là qu'on aura la meilleure impulsion, et ça aussi, c'est un signal fort de l'envie, du niveau de maturité et de compréhension de l'entreprise. Marco, tu as rencontré des dizaines de dirigeants. Oui, je pense.
Je vais me permettre de reformuler légèrement Bien différemment. Je pense qu'il n'y a aucun dirigeant ou membre de COMEX qui pense que la data, c'est pas important. Voilà. En tout cas, qui oserait dire, c'est pas important, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Après, moi, je pense qu'on distingue plutôt deux grandes familles. Il y a des entreprises qui ont des vrais besoins, ce que nous on appelle le niveau de douleur. Hein. C'est, en tout cas, quand on attaque le marketing, des entreprises qui ont perdu leur modèle, qui ne savent plus, leur marketing s'est déréglé, leur communication ne marche plus. Et donc, elles ont un réel besoin de rajouter de la précision massive, de l'intelligence, de la pertinence. Et on sent le besoin fort parce qu'il y a un véritable, comment dire, enjeu stratégique pour la boîte. Et il y a des boîtes qui sont des fameuses boîtes à une demi-heure d'intervention qui disent ouais c'est intéressant pour le futur et l'avenir parce qu'en fait elles n'en ont pas vraiment besoin aujourd'hui et elles sont plus à la recherche d'acculturation et de préparation pour le futur. En tout cas c'est très rare de rencontrer des gens aujourd'hui qui oseraient dire enfin, c'est un peu le truc du vaut mieux être jeune, riche et beau quoi. Enfin personne ne dira le contraire. Ce serait comment dire rare. Ouais, c'est juste, c'est clair. Il y a d'ailleurs une question dans le même genre, c'est comment convaincre les patrons de départements de services dans l'entreprise de partager leurs données. Ça rejoint ce qu'on disait sur les API. Vous avez déjà eu des phrases choc pour convaincre parfois vos interlocuteurs? Non, moi j'ai vu des modèles dans l'industrie automobile où en fait il y avait des bonus, voire pour des boîtes, pour des concessionnaires automobiles, des rémunérations qui étaient faites sur ces thèmes-là en disant bah voilà, si vous partagez, je vous paye, si vous ne partagez pas, je ne vous paye pas, voire je vous mets une amende. Donc c'est un véritable enjeu. Il y a évidemment 12 000 techniques de management pour le faire. Je pense que le fait de le rendre simple, facile et utile est quand même la méthode la plus fonctionnelle. Je pense par exemple dans le domaine de la banque privée où pour un banquier privé, son fichier, ses clients, c'est sa richesse, c'est ce qui fait son bonus. Comment l'inciter finalement à partager ses data pour que l'entreprise puisse mener des actions marketing one-to-one. Je pense que c'est depuis des années un sujet pour ces établissements. Tu as raison, Raphaël. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises ou de réflexes encore dans des entreprises traditionnelles autour de l'information, c'est le pouvoir. Et donc, mes informations, si je suis au marketing, les informations clients, c'est les miennes. Si je suis à la supply, les informations liées à la logistique, c'est les miennes. Et puis, c'est mon pouvoir. Donc, je vais diluer mon pouvoir si je le partage avec les autres services de l'entreprise. Il faut absolument arriver à casser cette dynamique et qui se joue en plus à différents niveaux. D'abord dans l'entreprise, c'est ce que je viens d'illustrer, mais aussi entre entreprises, puisqu'il y a des gains énormes, notamment dans le secteur de la santé, notamment dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'automobile aussi. Il va y avoir des gains énormes à l'échelle européenne à ce qui est des partages de données. On parle de data spaces, donc d'espaces dans lesquels des entreprises vont avoir un endroit pour collaborer ensemble, pour partager des données avec le bon niveau de confidentialité, parce que cette entreprise doit parfois continuer de se faire concurrence, mais arriver à partager un certain nombre de données dans les bonnes conditions pour permettre que la recherche avance mieux dans la santé, pour permettre que l'agriculture parvienne à faire sa transformation autour des produits chimiques et autour d'une agriculture elle-même plus verte. Donc, il faut absolument casser ces réflexes-là à tous les niveaux. Parce qu'ils vont coûter énormément cher aux entreprises et globalement à la société si on n'arrive pas à passer au-delà de ces sujets-là. Ok, merci Mick. Alors, encore une question du public. Dans le livre collectif « Le monde et la gouvernance des ETI », je ne le connais pas, plusieurs chapitres poussent les conseils d'administration à s'intéresser à la data et expliquent la différence entre de la data legacy et la data récupérée sur Internet. Que pensez-vous de cette délicate question? Alors, on l'a un petit peu évoqué avec Marco, hein, effectivement. On aurait pu commencer par définir ce que sont les données. C'est quoi une donnée? Finalement, c'est quelque chose de notre vie réelle qui a été numérisé. Donc, les données, on trouve toutes les données qu'on va appeler structurées, c'est celles qui sont rentrées dans nos bases de données, un peu comme dans un tableau Excel, bien organisées en colonnes, en ligne, avec des longueurs bien spécifiées, etc. Et puis, on va aussi trouver tout un tas d'autres types de données, des photos, des images, du texte, du son. Tout ça, une fois mis dans un ordinateur, stocké sur un disque dur, qu'il soit dans le cloud ou chez vous, c'est de la data.
Et effectivement, on va avoir toutes les données dites legacy, qui proviennent de notre héritage, qui sont dans les frigos informationnels que j'évoquais, dans toutes les bases de données, des ERP, toutes les données de gestion globalement. Et puis, on va aussi avoir toutes les données qu'on va parvenir à recueillir par Internet. On appelle ça des données comportementales. Donc, c'est le comportement qu'ont les internautes sur nos sites web. C'est les comportements qu'ont les internautes face aux publicités qu'on va leur afficher. Et données qui vont être intéressantes aussi si on les recueille de la bonne manière, comme on l'a évoqué juste avant, Marco, avec les questions de hachage, les questions de cookies, etc., etc. En tout cas, je crois qu'il faut faire feu de tout bois. Ces données-là vont être intéressantes et vont être intéressantes aussi avec les données legacy, par exemple pour des applications de personnalisation des parcours. Donc, on vient personnaliser le parcours qu'un internaute va voir sur le site web. On va venir personnaliser pour lui les images, on va venir personnaliser pour lui les messages quand il va arriver sur le site web. Pour vous donner un exemple, moi, mais rien qui m'agace plus que quand je vais sur un site de e-commerce et que ce site propose en façade les mêmes produits à ma grand-mère qui me propose à moi. J'adore ma grand-mère, mais on n'achète pas exactement les mêmes produits. Et la connaissance acquise par ce site de e-commerce de mon comportement de navigation et de celui de ma grand-mère devrait lui permettre de beaucoup plus personnaliser ce qu'il va me proposer, la manière dont il va m'afficher les produits, etc., etc. Et c'est ça l'enjeu, de traiter d'un côté les données legacy, qui pourraient être mes précédentes commandes, par exemple, avec mes données numériques, digitales, qui sont les traces que j'aurais laissées via les cookies ou d'autres moyens, comme on l'a dit, de ma navigation et de mes centres d'intérêt en temps réel. Et je me tourne vers Marco parce que dans ton bouquin, tu abordes finalement la compétitivité non pas des entreprises, mais aussi de la France, de l'Europe, en disant, ok, les GAFA, alors c'est Macron qui disait, les États-Unis ont les GAFA, la Chine a les BATX, et puis nous, on a la RGPD. Mais au fond, en Europe et en France en particulier, on est très bon en maths, on a les mathman, et puis on a des idées, donc c'est les madman, les madmen plutôt. Et tu dis, finalement, pourquoi tout se passerait en Californie? On a des choses à faire, allons-y, la France qui gagne. Donc en fait. Exactement, moi je pense que et que la data est un sujet justement qui permet de revenir à des sujets de souveraineté, etc. On a objectivement raté en France la vague, il y a plein de licornes, tout ça est magnifique, hein, mais on a raté la vague jusqu'à maintenant du Web 1 et un peu du Web 2. Sur le sujet de la data revient à mettre en perspective des vraies données de la vie des gens autour de nous, et la pertinence locale et devient presque plus importante que le reste. On en parlait au niveau des enfants, on en parlait, etc. Donc il y a un côté local qui remonte en puissance de réelle pertinence. On a la force de frappe pour le faire. Il faut bien comprendre que sur la partie marketing, au-delà de donner la bonne publicité à la bonne personne au bon moment, de bien adapter le parcours, il y a un enjeu de souveraineté de médias. Enfin, si aujourd'hui les 50% du marché qui sont absorbés par Google et Facebook sont d'argent qui ne vont pas financer la création de contenu, hein. Les médias qui écrivent des articles ou qui font des reportages ne sont pas financés par ça. Et donc, entre cet enjeu de souveraineté, le fait qu'on a des talents incroyables au niveau de la tech, l'écosystème parisien et français est extrêmement bien foutu. Il y a beaucoup de talents, la data est un enjeu local. Je pense qu'il y a toujours cette histoire de Romain et Gaulois en France. C'est que tant que l'ennemi principal de Leclerc, ça sera Carrefour et pas Amazon, tant que le problème principal des gens qui ont de la data, ça sera de régler leurs problèmes de COMEX, plutôt que de se mettre ensemble et de la partager, etc., les nouveaux Romains que sont Google et Facebook s'en donnent à cœur joie, déroulent, parce qu'ils n'ont pas ces sujets-là aujourd'hui, ni de problème, culturel de est-ce un bon modèle ou pas, ni de problème de coordination et d'innovation. En revanche, la démarche locale, dans nos métiers, l'affichage c'est local, la télé c'est local, etc. Il y a beaucoup de médias globaux, mais il y a quand même beaucoup de médias qui sont locaux et qui ont de la data locale que les GAFA par définition n'ont pas. Et ce que tu dis sur les GAFA, ce qui est intéressant, parce qu'on a tous cette vision magnifique des GAFA, beaucoup de jeunes souhaitent y travailler, c'est le Graal, et en même temps tu dis mais c'est des grandes organisations aussi, et donc grandes organisations, lourdeur, bureaucratie,
arrogance et comme tu dis, dans les réponses qu'on peut avoir, enfin souvent, il y a ce sentiment de se dire qu'il y a de la destruction créatrice possible aussi vis-à-vis d'eux. Après, c'est horrible de travailler chez Google ou Facebook. Votre agenda est géré par quelqu'un d'autre, vous êtes un petit rouage. Aujourd'hui, vous posez une question à un responsable de Google ou Facebook France, en lui disant j'ai un problème là-dessus, comment on peut le résoudre? Il te dit je ne sais pas, il faut que j'appelle Dublin, et que Dublin appelle Palo Alto, et là on aura peut-être une réponse, mais il ne faut pas compter sur une réponse avant 4 à 6 semaines. Lorsqu'il y a des Google Analytics, c'est complètement déréglé, marche plus, tout le monde le sait, etc. Enfin voilà, à cause des cookies. Moi, on a des clients qui posent la question Analytics, qu'est-ce qu'on fait? Et les gars disent, bah, je sais pas, si l'algo dit que c'est ça, parce que l'algo le dit. Et donc, il commence à y avoir un vrai problème de bureaucratie, de lourdeur, ce qui est plutôt bon signe pour créer une vague alternative. De produits et de services qui peuvent concurrencer ça, parce que ce sont devenus les nouveaux bureaucrates. Hein, quand même. Je vais prendre alors, il y a des questions qui arrivent multiples. Il y en a une qui est intéressante, parce qu'on pas forcément on parle de marketing, on parle de consommation, donc on pense B2C. Mais en B2B, on sait que c'est plus compliqué. Dans une entreprise, il y a le décideur, l'influenceur, le prescripteur, etc. Donc, comment travailler sur ces datas quand on vise, en fait, quand on fait du B2B? On va peut-être pas s'intéresser forcément au même cas d'usage. En B2B, en B2B, oui, pardon. On va aussi chercher à viser la récurrence, la fidélité client. Bon, c'est évidemment des sujets importants en B2B, en B2C aussi, mais en B2B, ça va être vraiment prépondérant. Donc, par exemple, on a mis en place un algorithme pour arriver à prédire les clients B2B qui vont nous quitter pour aller à la concurrence. Et on s'est rendu compte qu'un des facteurs les plus déterminants était le nombre de contacts qu'avait l'entreprise cliente avec nous, et qu'il valait mieux avoir des contacts parfois pour une entreprise cliente qui est insatisfaite, qui râle, qui appelle pour un problème de SAV, qu'une entreprise dont on n'entend pas du tout parler pendant plusieurs mois ou plusieurs années même. C'est elle qui est la plus susceptible de nous quitter. Et donc, le cas d'usage final qui a été mis en place, c'était de la recommandation pour les commerciaux d'aller des comptes à visiter en priorité. Et donc, de dire ce compte-là, ce compte-là, ce compte-là, ils sont estimés comme étant les plus fragiles. C'est eux dont on a des chances qu'ils nous quittent, qu'ils arrêtent leur abonnement ou qu'ils aillent à la concurrence à un moment donné. Et donc, on sait qu'il faut que tu ailles le visiter dans les X semaines. Et donc, avance là-dessus. Donc, finalement, on va s'intéresser en B2B à d'autres cas d'usage que ceux qu'on va pouvoir traiter en B2C. On ne va pas raisonner effectivement qu'à la personne, comme on peut le faire en B2C. Alors, on arrive à la fin de cet échange et j'ai une question rituelle et en plus, je ne vous l'avais pas... c'est pas préparé à l'avance avec vous. Donc, bon, vous avez, je vous rappelle, des bouquins à mettre à l'écran. Donc, vous êtes les auteurs de ces 2 bouquins. Et donc, ça veut dire aussi que vous faites de la veille permanente, que vous êtes curieux. Est-ce que vous avez eu récemment des coups de cœur que vous souhaiteriez partager, un ou deux chacun, parce qu'on n'aura pas le temps. Alors, ça peut être une lecture, un film, une app, une entreprise, un business case, quelque chose. Vous dites, ça, c'est top dans le domaine de la data et j'ai envie d'en parler aujourd'hui au public. Ah bah oui, si possible. Ou du marketing, Marco. Alors moi, sauf si Nicolas veut commencer, je pense que tout ce qui se passe au niveau de la Fashion Week, des apes en NFT, etc., enfin, tout ce nouveau bouillonnement de ce qu'on appelle le Web 3, hein, donc de la version d'après, qui vient cristalliser le fait que les générations dont nous faisons partie, puisque nous sommes extrêmement jeunes bien évidemment, commencent à passer de plus en plus de temps en digital, et donc une partie de leur vie s'est numérisée exactement comme le disait Mick, et donc il va falloir protéger ses actifs, organiser ses actifs, dépenser de l'argent à cet endroit-là, et que tout ça est en train de se mettre en place. Je pense que c'est un phénomène fascinant. Donc je pense que la Fashion Week qui va démarrer sur Decentraland, je crois aujourd'hui ou demain, est un sujet qu'il faut suivre de près. Il faut regarder ça, même si ça vous paraît un peu abscon, un truc genre non, ça n'arrivera jamais. Ça me rappelle lorsque Facebook est sorti, les gens disaient attendez, quel intérêt d'avoir un truc où on revoit ses copains et on leur passe des messages complètement stupides. Voilà, je pense que voilà, donc il faut s'intéresser à ça et je pense que c'est un vrai coup de cœur
Et après, au niveau plus, plus professionnel data, moi, je reste extrêmement impressionné par la machine de guerre que Amazon a mis en place, sur lesquelles nous, on est en train d'investir lourdement en termes d'échange de data, etc. Et c'est fou. Amazon a mauvaise réputation sur la data, puisque il semblerait qu'il y ait eu des problèmes de sécurité, etc. Ce qui, à notre avis, n'est pas vrai. Mais quand on voit la capacité d'Amazon à générer de la data, de l'intelligence et des ventes à travers ça, c'est vraiment quelque chose qui est parfaitement remarquable. Merci Marco. Mick, en 1 minute, un coup de cœur. Une minute, un coup de cœur. Il faut surveiller de très très près ce qui est effectivement en train de se passer autour de deux thèmes, le Web3 et les métaverses. Et en fait, il y a quasi deux visions qui sont en train de s'opposer sur le futur du web et donc de la data, entre une version qui va rester très centralisée et encore avec de plus en plus de données personnelles récoltées, notamment sur la vision métaverse que nous propose Facebook, versus tout le mouvement du Web3, dans lequel on revient à un web dans lequel on va redonner le contrôle des données aux utilisateurs. Et donc, on va pouvoir nous-mêmes reprendre le contrôle des données, reprendre la pleine propriété de nos propres données et on aura beaucoup plus la maîtrise de ce qui est fait. Il y a l'avenir du web qui est vraiment en train de commencer à se dessiner, qui n'est pas du tout joué. Donc, il faut regarder ça de très près. Et un tout petit conseil lecture qui va répondre en même temps à une question que nous a posée Sandra sur le chat. Lisez le livre Demain, tous Estoniens. L'Estonie, une réponse au GAFA, qui est un livre passionnant, notamment quand on est dans le secteur public, pour comprendre le modèle d'un État plateforme et le modèle d'un État numérique. L'Estonie a développé ça, c'est passionnant. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer d'ailleurs un replay d'un webinar que j'ai animé avec la co-auteure de ce très beau livre Demain tous Estoniens. Eh bien, il est 9h. Mick et Marco, je vous remercie pour cette conférence Ristretto, ce café Ristretto comme tu le disais Mick. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain Café Sapiens. Bonne journée à tous. Merci, à très bientôt. Merci à l'Institut Sapiens aussi de l'invitation. À très bientôt. Merci. Au revoir.